Alors, nous allons passer à la partie plus juridique. Et tout d'abord, Maître Olivier Leclerc, qui est donc avocat à la Cour d'appel de Paris et qui est spécialisé dans la responsabilité médicale et chirurgicale, et notamment dans la compagnie La Médicale de France. Voilà, on lui donne la parole avec un sujet difficile, puisque c'est chirurgien, coupable, indéfendable, point d'interrogation. Comment faire sur un dossier difficile? Celui-ci fonctionne. Celui-là? Oui. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, je vois que votre prestigieuse académie ne dédaigne pas la provocation, parce que soumettre ce thème, ce sujet, coupable, indéfendable à un avocat, évidemment, quelque chose qui contient la réponse dans son intitulé, puisqu'évidemment, pour un avocat, il n'y a pas de coupable qui soit défendable, ou plus généralement, tout individu peut être défendu comme tel. Alors, est-ce à dire pour autant que s'il n'y a donc pas de coupable indéfendable, si le chirurgien n'est pas un coupable indéfendable, il puisse être considéré comme un innocent parfaitement défendable? Je vous laisse fournir la réponse à cette question. Et évidemment, et malheureusement, il faut, comme souvent, trouver entre ces deux pôles le juste milieu. Et je pense que nous pourrions réfléchir au point de savoir si le chirurgien est de moins en moins coupable et de plus en plus difficilement défendable. Et si vous en êtes d'accord, nous allons réfléchir à ces deux axes. Alors, de moins en moins coupable, pourquoi? Coupable, évidemment, ça évoque une notion de morale ou de droit pénal. Alors nous abandonnerons la morale et nous nous cantonnerons à l'examen de la responsabilité pénale du chirurgien. Et à cet égard, force est de constater que celle-ci va décroissant, ce qui est une excellente chose pour vous. Il vous souvient peut-être que, voilà 30 ou 35 ans, le rôle essentiel d'un avocat, de chirurgien ou de compagnie d'assurance assurant la responsabilité des chirurgiens consistait, lorsque celui-ci était l'objet d'une procédure correctionnelle, à obtenir, à viser la relaxe, ce qui satisfaisait tout autant le chirurgien que son assureur. Pourquoi? Parce que vous savez parfaitement qu'un magistrat correctionnel est bicéphale, puisqu'il peut quitter sa casquette de juge pénal et enfiler un bonnet de juge civil et par conséquent statuer sur l'action civile. Mais à l'époque, encore fallait-il que préalablement, il y ait eu reconnaissance de la culpabilité pénale. Donc s'il y avait relax, le juge correctionnel était obligé de débouter la partie civile de son action. En 82, les chirurgiens et leurs assureurs ont pu avoir un léger frémissement, puisque, à l'initiative de M. Badinter, il y a eu ce que nous autres praticiens appelons la passerelle, c'est-à-dire que le juge pénal pouvait désormais statuer comme juge civil, même s'il avait relaxé. Et à ce moment-là, évidemment, nous étions tous à redouter que le seul écueil que pouvait rencontrer un patient en choisissant la voie pénale, c'est-à-dire de passer plusieurs années à suivre la procédure d'instruction, puis le tribunal, puis la chambre des appels correctionnels, le seul écueil, disais-je, était que, à la fin de toute cette longue procédure, s'il y avait une relaxe, eh bien, il n'avait pas touché un franc de dommages-intérêts. Et par conséquent, en lui fournissant la possibilité que ces demandes de réparation soient examinées, même s'il y avait relaxe, la logique aurait voulu que le contentieux pénal enflât. Or, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que, ne le répétez pas, mais Piaget disait que l'enfant est un routinier, mais l'enfant n'est rien à côté des juristes du point de vue de la routine. Et mes excellents confrères n'ont quasiment jamais utilisé cette procédure, et le contentieux correctionnel médical a eu tendance à décroître.
sous l'influence de divers autres facteurs. Le premier étant que, je vois parmi vous certains visages d'experts, depuis, disons, les années 90, il y a des cabinets d'avocats qui sont apparus spécialisés dans la défense des patients, alors que jusqu'au milieu des années 80, il n'y en avait qu'un seul à Paris et un à Rouen. Donc il y a eu, de par cette spécialisation et cette connaissance plus aiguë du monde médical et de ses prolongements sur le plan judiciaire, il y a eu évidemment un conseil donné aux plaignants de ne pas choisir la voie pénale, compte tenu de ce que nous venons d'expliquer, et qui risquait plusieurs années après d'aboutir à une impasse. Il y a eu sans doute d'autres facteurs qui ont contribué à cet assèchement ou à ce manque d'attrait pour les patients de la voie pénale, qui tiennent par exemple au fait que lorsqu'il y a eu la création des CRCI et la prise en charge de l'accident médical non fautif par la solidarité nationale, ça pouvait par conséquent laisser présager que ce pan, ce vide étant désormais comblé, il y avait moins d'intérêt à utiliser la voie pénale que par le passé. Alors, aujourd'hui, on peut constater que des chirurgiens à titre individuel confrontés à une procédure pénale, c'est devenu quelque chose, et fort heureusement, d'assez rare. Lorsque les chirurgiens le sont, c'est souvent à propos d'affaires médiatiques et d'affaires sérielles. Quand vous avez certains neurochirurgiens auvergnats, qui a je ne sais combien de cas qu'on conteste, quand vous avez certains orthopédistes à propos d'une affection nosocomiale dans un établissement parisien proche d'ici, quand vous avez un phlébologue bordelais soupçonné, accusé d'avoir contaminé 200 patients au VHC, quand vous avez un certain nombre d'affaires d'esthétique ou liées à l'esthétique, ce sont des problèmes sériels, et là, on ne peut s'empêcher de constater une espèce de corrélation entre la presse et son exactitude bien connue, le délire médiatique et la présence d'une affaire pénale. D'un des orateurs précédents faisait allusion tout à l'heure au Mediator. Il est évident que dans le Mediator, ce ne sont pas les médecins, à ce stade, qui font l'objet des procédures pénales, mais qui dit affaire médiatique dit forcément pendant pénal. Pour l'instant, c'est le laboratoire, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, nous pouvons sans doute considérer que le chirurgien est de moins en moins coupable, qu'il est peut-être, pour parodier Hitchcock, un faux coupable, alors que, paradoxalement, il devient de plus en plus difficilement défendable, et ça c'est l'aspect civil par rapport à l'aspect pénal, sur lequel il y aurait d'autres choses à dire, mais passons un peu rapidement pour arriver au problème civil. Bon. Alors vous savez tous ici que la vie du chirurgien, du point de vue de sa responsabilité, a basculé en quelque sorte en 97, à partir du moment où ce fameux arrêt a considéré que le geste chirurgical devait être exempt de toute maladresse, parce que celle-ci était forcément fautive et engageait sa responsabilité. Autrement dit, et il me souvient d'avoir fait une communication là-dessus, où je disais que le geste chirurgical se devait désormais d'être parfait, ce qui marquait l'apparition des cathares à la Cour de cassation, à quoi on ne pouvait pas forcément s'attendre. Et depuis lors, vous avez évidemment ces termes d'obligation de précision, d'obligation de perfection du geste chirurgical, qui ont modifié profondément la responsabilité du chirurgien à l'occasion de ces actes. Alors, je pense que Madame le conseiller Camara, tout à l'heure, aura peut-être un avis un petit peu différent, mais il est clair que, à partir de 97, et malgré les efforts législatifs, car le législateur est toujours là pour essayer de, protéger les médecins et notamment les chirurgiens. J'ai oublié de dire tout à l'heure que la loi Fauchon, par exemple, avait évidemment beaucoup fait pour que le contentieux pénal diminue. Un peu moins du point de vue des chirurgiens, puisqu'en général, vous savez que la loi Fauchon, c'est la distinction entre l'auteur direct et l'auteur indirect, mais
dans la plupart des cas, le chirurgien est l'auteur direct de l'homicide, ou en tout cas des coups et blessures involontaires. Donc ça a moins d'intérêt pour lui que pour un certain nombre d'autres spécialités qui, depuis l'introduction de cette loi, n'ont quasiment plus rien à craindre de la part des juridictions répressives. Donc en ce qui concerne l'évolution de la jurisprudence, l'introduction de la loi de 2002 qui a réaffirmé le principe de la responsabilité pour faute prouvée, donc l'arrêt Mercier, etc., je pense qu'il n'est pas iconoclaste ou sacrilège de dire que la Cour de cassation ne s'en préoccupe pas beaucoup. Et même si elle a pris le soin, dans un arrêt de 2005, de réaffirmer que la responsabilité du chirurgien était une responsabilité pour faute, elle n'en maintient pas moins cette jurisprudence qui est extrêmement difficile à vivre pour les chirurgiens et qui consiste à dire qu'ils sont responsables de toute maladresse, hormis deux cas, vous les connaissez, c'est-à-dire celui de l'anatomie particulière du patient qui fait que léser léser une artère ou léser une partie du corps humain qui n'est pas visée par l'intervention elle-même est maladroite. Et la deuxième exception à ce principe de faute présumée, c'est comment dirais-je, la technique chirurgicale qui recèle en elle-même un risque qui n'est pas maîtrisable. Sous couvert d'indiquer de manière systématique dans les arrêts qui sont rendus relativement régulièrement, sous couvert donc de réaffirmer la responsabilité pour faute et ces deux tempéraments à ce que l'on peut considérer comme une obligation de résultat, la Cour de cassation donc assigne au chirurgien que vous êtes un rôle extrêmement difficile puisqu'il se doit d'avoir un geste exact. Et c'est même un peu plus compliqué que cela. Pourquoi ? Parce que vous savez que lorsque l'on vise l'anatomie qui pourrait expliquer la maladresse, la Cour de cassation a précisé dans un deuxième temps, après 97, qu'il fallait que cette anatomie ne fut pas décelable, que cette bizarrerie anatomique ne fut pas décelable. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas au chirurgien pour, en quelque sorte, se dédouaner de montrer que le patient en question avait une configuration et des particularités anatomiques, mais il faut aussi qu'il montre qu'il avait pris les précautions pour ne pas constater en amont l'existence de ces particularités. Et de la même manière que pour la technique chirurgicale qui se doit de comporter un risque qui n'est pas maîtrisable, même si le chirurgien arrive à montrer que tel et tel cas, que telle ou telle technique que vous employez comporte un risque et qui peut se réaliser sans qu'on puisse l'éviter, et à ce moment-là, on peut de nouveau vous coincer par le biais de l'obligation d'information. Puisque vous vous rappelez que vous vous devez de servir aux patients une information des risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Il est évident que si vous avez une technique qui comporte un risque non maîtrisable, c'est quelque chose de connu et que vous devez par conséquent d'en informer préalablement le patient. Donc à supposer même que vous sortiez de ce premier caribde, vous risquez de tomber sur le second SILA. Tout ceci pour indiquer qu'aujourd'hui, la défense du chirurgien, indépendamment de tous les problèmes qui ont été évoqués par nos prédécesseurs en amont, devient extrêmement délicate. Et s'il est permis de faire un peu de prospective, rien n'interdit de penser que dans un avenir proche, la Cour de cassation pourrait même considérer que le recours à une technique qui présente des risques non maîtrisables constitue en soi une faute.
Donc, il y a en quelque sorte en germe dans la position de la Cour de cassation les risques plus grands encore que ceux auxquels vous êtes confrontés. Pour terminer là de ces brefs commentaires destinés à nourrir éventuellement quelques discussions, je voudrais émettre un conseil et rendre un hommage. Alors, le conseil, parce que nous venons de le voir très récemment, et je vois que parmi vous, il n'y a pas que des jeunes gens, et que certains, par conséquent, sont amenés à prendre une retraite. Vous savez que depuis la loi de 2003, votre contrat d'assurance au moment, je parle surtout là pour les libéraux, mais le contrat d'assurance au moment où vous prenez votre retraite doit comporter obligatoirement ce qu'on appelle une subséquente, c'est-à-dire qu'elle vous garantit pendant 10 ans des réclamations qui viendraient à subvenir après donc votre cessation d'activité. 10 ans, c'est pas beaucoup. Car même si vous savez qu'il y a maintenant une prescription décennale, en fait, par le jeu de la consolidation, de la majorité, etc., vous pouvez avoir, et je viens de le voir pour l'un de vos confrères, qui a pris sa retraite en 2003, à 68 ou 69 ans, et qui vient d'avoir une réclamation en 2014 à propos d'un fait dommageable de 95, et il n'est pas assuré. Il n'est pas assuré parce que, bon, il pensait, il n'avait pas vu qu'il y avait 10 ans. Donc, méfiez-vous au moment de partir en retraite, de vérifier que votre contrat d'assurance ne se contente pas de ce délai de 10 ans qui est l'exigence légale, mais peut-être va au-delà ou souscrivez une garantie complémentaire. Et enfin, et je terminerai par là, mais Monsieur le Président, vous avez vous-même commencé par là, la disparition de Pierre Vert, avec lequel nous avons beaucoup travaillé pour justement la défense de pas mal de ses collègues et confrères, et bénéficier ce faisant de sa souriante compétence, nous amène à mesurer le vide qu'il laisse à proportion de sa stature. Merci beaucoup. Monsieur Barbier, s'il vous plaît. Monsieur Barbier n'a pas grand-chose à rajouter. En effet, j'ai quitté les expertises et les tribunaux depuis ma retraite. Mais depuis 2003, je suis membre d'une CRCI. Alors tout ce que vous venez de dire, je l'ai parfaitement apprécié et on voit l'évolution des choses. Actuellement, l'ONIAM et les CRCI règlent plus de la moitié des plaintes, puisque c'est de l'ordre de 6 000 à 7 000 par an. Tout est fait au niveau de ces commissions sur l'expertise. Et comme c'est une réunion d'experts, je voudrais quand même vous lire un papier que j'avais préparé où il y a ici 2 absents, M. Vert dont on vient de parler, et M. Hureau qui a eu un accident, mais à l'Académie de médecine, nous avions fait dans une commission un travail sur les experts. Ce travail a été trop important, trop long, il n'a pas tiré de conclusions suffisamment courtes pour qu'elle soit diffusée. Et je voudrais quand même vous faire remarquer que les CRCI qui résolvent à peu près la moitié des problèmes, même plus, il faut rappeler qu'il s'agit de commissions régionales de conciliation et d'indemnisation statuant sur expertise. Les experts sont désignés par le magistrat, président de commission. L'expert est choisi sur une liste nationale établie par la CNAMET, c'est-à-dire la Commission nationale des accidents médicaux, qui dépend du Conseil d'État. 2 reproches essentiels peuvent être formulés. La compétence inégale des experts, la qualité imparfaite des expertises. Les experts ne sont pas toujours des spécialistes reconnus pour le dommage incriminé. Un seul expert est souvent désigné, parfois plusieurs disciplines sont mises en cause dans le cas envisagé. Il n'est jamais fait état de conflit d'intérêts entre l'expert et le praticien en cause. Si la compétence professionnelle a primé, la compétence juridique est également indispensable. Au total, il faut insister sur l'indépendance,
la double compétence professionnelle et juridique, l'impartialité et l'objectivité de tout expert. Les expertises sont souvent critiquables sur plusieurs points. Méconnaissance de la qualification du médecin mis en cause, ainsi que de sa pratique, nombre de cas traités. Par exemple, on voit des expertises où il y a un cholédoque qui est coupé. L'expert conclut à un accident. Du reste, il donne des statistiques et pratiquement les chirurgiens, entre guillemets, ont droit à couper, quand ils font 100 vésicules, un cholédoque, à peu près. Donc, si, c'est à peu près à fâcher. Non, mais enfin, quand il y a un cholédoque coupé, pour 100 vésicules, très bien. On a des cas où il y a des chirurgiens qui font 3 vésicules par an et qui coupent 2 cholédoques par an. Et on considère que c'est de l'aléa thérapeutique. C'est du vécu mensuel et qui dure depuis 2003. Bien. Les chirurgiens mis en cause, aucune précision sur l'indication des examens et des traitements examinés, on en a parlé tout à l'heure, qualification discutable du préjudice, des fautes patentes sont trop souvent qualifiées d'aléas thérapeutiques. Et vous voyez les conséquences que ça a, car les aléas thérapeutiques, quand il est un dommage de plus de 25%, c'est pris en charge par l'ONIAM, et c'est l'ONIAM, c'est-à-dire vous et moi qui le payons, et à ce moment-là, les compagnies d'assurance sont ravies, parce que l'aléa thérapeutique n'est pas remboursé par les assurances. Alors ça n'a aucun effet pédagogique, ces affaires-là, et je suis très peiné de l'évolution et des experts et des expertises. Alors, la parole à la salle, en sachant que l'année prochaine, dans la prochaine réunion, il y aura la CRCI qui sera mise à l'ordre du jour. Alors, dans la salle, est-ce que vous avez des questions sur l'excellente intervention de Maître Leclerc? Alain Pavie. Je voulais revenir sur un des derniers points qui est en définitive l'évolution de la chirurgie et les innovations. Ce que vous venez de nous dire est que grosso modo, ça peut être un débat qu'on avait eu ici dans ces lieux, il faut mettre le robot à la poubelle et un certain nombre de techniques X ou Y des différentes spécialités où les risques sont peu clairs et variables en courbe d'apprentissage sont difficiles, surtout quand c'est fait dans des centres qui n'ont pas beaucoup de volume d'activité et qui font beaucoup d'innovation. Non, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui aurait dû accompagner cette prospection, cette supposition un peu pessimiste, c'est le rôle fondamental des experts. Car la Cour de cassation, quelque liberté qu'elle puisse prendre avec le fond d'une affaire, avec ce qu'ont évidemment dit les premiers juges, ne peut pas totalement faire abstraction des termes de rapport d'expertise. Et là-dessus, il y a sans doute un message et une pédagogie à faire passer aux experts judiciaires dans la formulation qu'ils utilisent. Autrement dit, pour reprendre une nouvelle technique, si elle s'accompagne d'un commentaire des experts montrant que ses avantages, etc., vous avez de grandes chances d'éviter l'écueil que je décrivais tout à l'heure. En revanche, vous avez souvent des formulations qui laissent les magistrats pantois dans les rapports d'expertise. Ils lisent un rapport d'expertise et ils ne savent pas ce qu'il faut en déduire. Donc à ce moment-là, c'est eux qui s'instituent, qui s'instaurent, qui s'érigent en experts médicaux parce que les experts n'ont pas été suffisamment clairs. Et obtenir une précision à propos de l'information qui fait que, effectivement, ce défaut d'information fait que le chirurgien, il est systématiquement coupable si on va au fond des choses, semble-t-il. Vous nous avez précisé que
l'information doit porter sur les risques fréquents et classiques. J'avais la notion que toute complication, même exceptionnelle, lorsqu'elle était connue, devait être prévenue pour le patient. Vous êtes parfaitement, comment dirais-je, excusable de croire ça, parce que la formulation à propos de l'obligation d'information des risques a varié dans les 20 dernières années. Aujourd'hui, le texte vise les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles. Ce qui veut donc dire que si vous avez un risque, comment dirais-je, d'une importance moyenne, mais qui n'est pas normalement prévisible, vous n'avez pas à en informer le patient. En revanche, un risque grave doit toujours être porté à la connaissance du patient. Et n'oubliez pas non plus que le manquement à l'obligation d'information ne veut pas dire que ça entraîne la responsabilité du praticien pour réparer la totalité du dommage. Le manquement à l'obligation d'information, c'est une perte de chance d'avoir pu éviter, par exemple, l'opération à l'origine du dommage. Je voudrais faire deux commentaires. Il y a deux choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui. C'est l'augmentation croissante de la chirurgie ambulatoire. Et dans cette chirurgie ambulatoire, le temps qu'on ne passe pas avec les patients, eh bien, une patiente qui arrive le matin, elle remplit des tas de papiers, on l'opère, elle ressort encore sous l'effet de l'anesthésie, elle n'a rien compris. Si par hasard c'est un vendredi, le samedi, on ne l'appelle pas pour savoir comment ça va, elle a un petit hématome, le médecin généraliste la met sous antibiotiques, corticothérapie, il y a une faute, une infection nosocomiale, etc. Donc je pense que ça n'a pas été discuté aujourd'hui, et pour aller avec M. Fuse tout à l'heure, on fait de plus en plus de papiers pour des durées d'hospitalisation de plus en plus courtes. Donc on passe de moins en moins de temps avec les patients. C'est un commentaire, ce n'est pas une question. Et le deuxième commentaire, c'est le rôle croissant d'Internet, dont je n'ai pas entendu un seul mot aujourd'hui, et que les patients vous voient sur Internet avant, ils peuvent lire votre site, ils peuvent lire les questions fréquemment posées, mais ils peuvent lire aussi les sites de tous les gens qui n'ont pas été contents de vous, et ça, c'est pas maîtrisable non plus. Donc, je pense que c'est des... Le message est reçu, et l'année prochaine, on mettra comme sujet, puisqu'on va essayer de garder le même protocole, c'est-à-dire un compte rendu opératoire, un assureur, un avocat et un magistrat. On va demander à l'assureur l'année prochaine de faire le risque en chirurgie ambulatoire. Donc on le mettra au programme l'année prochaine. Alors il y avait... Alors, voilà. Vous pouvez vous présenter? Merci de me donner la parole. La question est pour Maître Leclerc concernant la définition d'expert. Est-ce qu'un expert, c'est tout simplement quelqu'un qui a été qualifié dans la discipline par le Conseil de l'Ordre, ou quelqu'un qui a des compétences particulières dans le domaine pour lequel il est appelé à exprimer son avis? Et qu'est-ce qui définit le conflit d'intérêts? Sur la nomination des experts, Madame le conseiller Camara, en tant que magistrat, pourrait vous répondre, puisque c'est une liste près de la Cour d'appel, et le critère de compétence n'est pas exclu, mais il n'est pas forcément prédominant, ni unique. Deuxième chose, la meilleure chose, c'est que quand vous avez affaire, comme ça m'est arrivé en quelques années d'exercice, à des experts notoirement incompétents, et je me souviens d'un qui avait abusé de la compétence du président de la compagnie des experts à l'époque, parce qu'il n'était pas médecin. Et il était persuadé, c'était un monsieur qui avait été nommé par exemple dans la clinique du sport pour les infections nosocomiales, donc ça remonte à quelques années tout de même, et ce monsieur faisait croire à tout le monde qu'il était ingénieur diplômé, etc., etc., et en fait il était diplômé de l'école qu'il avait créée. Mais ce monsieur, je suis allé voir le magistrat de la Cour d'appel qui tient la liste des experts, j'ai sorti son dossier, j'ai vu qu'il n'avait même pas son baccalauréat, etc. Non mais, attendez, et qu'il avait abusé pendant des années parce que c'était un des seuls experts, il y en avait 3 à l'époque sur les listes, et il était très souvent nommé. Donc, pour radier quelqu'un de la liste des experts,
c'est très compliqué, alors qu'en amont, il y a des vérifications qui n'ont pas toujours été effectuées. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. Quant à la liste des experts prise par les CCI, c'est encore un autre sujet. Alors, monsieur Jacques Barbier. J'ai des cartes de médecin expert qui s'intitulent victimologue. Ça en dit quand même long. Deuxièmement, l'information. L'information, il y a eu un de nos collègues chirurgiens vasculaires qui a été mis en cause et qui a eu un procès parce qu'il avait trop prévenu le malade et la famille l'a attaqué. C'était un homme qui avait 70 ans, je crois, qui avait un anévrisme de aorte abdominale qu'il fallait opérer. Il a expliqué à son malade qu'il avait pratiquement 100% de risque de mourir s'il ne se fait pas opérer, mais que s'il se fait opérer, il y avait un risque. Il ne s'est pas fait opérer, il est mort d'une rupture et la famille a porté plainte contre lui. D'accord, mais Alors- et alors, solution? Et quelle a été la solution de l'affaire? Alors, si vous voulez, pour répondre, et on clôturera, sur les définitions victimologues, en fait, il y a toujours 3 chirurgiens dans les expertises en responsabilité. Il y a celui qui représente la victime ou la prétendue victime, peut s'intituler victimologue ou chirurgien conseil. Il y a le chirurgien de l'assurance, et puis il y a le chirurgien expert judiciaire. Il y a de plus en plus, les compagnies d'assurance envoient des chirurgiens pour les histoires en responsabilité. Alors, M. Caton, et après, on boucle. En ce qui concerne la chirurgie ambulatoire, au niveau d'Orthoris, nous avons mis en place une commission, un groupe de travail avec les 3 principaux assureurs, en leur demandant 2 choses. D'une part, de nous signaler toutes les plaintes qu'ils auraient en chirurgie ambulatoire. Et d'autre part, on leur a demandé de faire un travail, de sortir sur 5 ans les dossiers de 3 pathologies qui sont fréquentes en chirurgie ambulatoire aujourd'hui et de voir, d'après ces plaintes, si cette chirurgie avait été faite en chirurgie ambulatoire, si ça aurait changé quelque chose. Voilà. L'année prochaine, on va vous demander de venir faire la responsabilité en chirurgie ambulatoire orthopédique.